Le colloque. Premier acte. La salle de garde. La salle de garde, dans n'importe quel service de n'importe quel hôpital de n'importe quelle ville, a réuni 5 personnages et tressé leurs actes et leurs discours en une histoire dérisoire et d'autant plus joyeuse. Il y a là le docteur Havel et l'infirmière Elisabeth. Tous deux sont de service de nuit, et il y a 2 autres médecins. Un prétexte plus ou moins futile les a amenés ici pour bavarder et vider quelques bouteilles ensemble. Un prétexte. Le patron, avec son crâne chauve et une jolie doctoresse dans la trentaine, qui fait partie d'un autre service et dont tout l'hôpital sait qu'elle couche avec le patron. Le patron est évidemment marié, et il vient de proférer sa phrase favorite, qui doit attester à la fois son sens de l'humour et ses intentions. Mes chers collègues, le plus grand malheur de l'homme, c'est un mariage heureux. Aucun espoir de divorce. Outre ces 4 personnages, il y en a un 5e, mais à vrai dire, il n'est pas ici car, étant le plus jeune, on vient de l'envoyer chercher une nouvelle bouteille. Et il y a à la fenêtre, qui est importante parce qu'elle est ouverte sur l'obscurité du dehors et laisse continuellement entrer dans la pièce, avec l'été tiède et parfumé, la lune. Et enfin, il y a la bonne humeur que laisse deviner le bavardage complaisant de tous, mais surtout du patron qui écoute ses propres fariboles avec des oreilles amoureuses. Un peu plus tard, et c'est à ce moment que notre récit commence, une certaine tension se fait sentir. Elisabeth a bu plus qu'il ne convient à une infirmière qui est de service et, pour comble, elle a affiché à l'égard du docteur Havel une aiguichante coquetterie qui l'énerva et provoqua de sa part un avertissement plutôt vif. L'avertissement du docteur Havel. Ma chère Elisabeth, je ne vous comprends pas. Tous les jours, vous pataugez dans des plaies purulentes. Vous piquez les fesses racornies de vieillards. Vous donnez les lavements, vous videz les bassins. Le destin vous a donné l'enviable occasion de saisir la naturelle charnelle de l'homme dans toute son inanité métaphysique. Mais votre vitalité refuse d'entendre raison. Rien ne peut ébranler votre volonté tenace d'être un corps et seulement un corps. Vos seins se frottent aux hommes à 5 mètres de distance. J'en ai le vertige, rien que de vous voir marcher, à cause des éternelles spirales que dessine votre infatigable croupe. Que diable, éloignez-vous un peu. Vos seins sont omniprésents comme Dieu. Vous avez déjà 10 minutes de retard pour les piqûres. Le docteur Havel est comme la mort. Il prend tout. S'il vous plaît, Havel, demanda le patron quand Elisabeth, ostensiblement vexée, fut sortie de la salle de garde, condamnée à piquer 2 vieilles fesses. Pouviez-vous m'expliquer pourquoi vous repoussez si obstinément cette malheureuse Elisabeth ? Le docteur Havel but une gorgée et répondit. Patron, il ne faut pas m'en vouloir. Ce n'est pas parce qu'elle est laide ou parce qu'elle n'est plus tellement jeune. Croyez-moi, j'ai déjà eu des femmes encore plus laides et beaucoup plus âgées. Oui, on vous connaît. Vous êtes comme la mort. Vous prenez tout. Mais puisque vous prenez tout, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas Elisabeth ? C'est sans doute, dit Havel, parce qu'elle manifeste son désir de façon si expressive que cela ressemble à un ordre. Vous dites que je suis comme la mort envers les femmes. Seulement la mort n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Le plus grand succès du patron. Je crois que je vous comprends, répondit le patron. Quand j'avais quelques années de moins, j'ai connu une fille qui couchait avec tout le monde, et,
Comme elle était jolie, j'avais décidé de la voir. Et figurez-vous, elle n'a pas voulu de moi. Elle couchait avec mes collègues, avec le chauffeur, avec le cuisinier, avec le porteur de cadavres. J'étais le seul avec qui elle ne couchait pas. Vous pouvez imaginer ça? Certainement, fit la doctoresse. Si vous voulez le savoir, reprit avec humeur le patron qui vous voyait sa maîtresse en public. À cette époque-là, je n'étais diplômé que depuis quelques années et j'avais beaucoup de succès. J'étais persuadé que toute femme est accessible et j'étais parvenu à le démontrer avec des femmes d'un accès plutôt difficile. Et vous voyez, avec cette fille pourtant si facile, j'ai échoué. Tel que je vous connais, vous avez certainement une théorie pour expliquer ça, dit le docteur Havel. Oui, répliqua le patron. L'érotisme n'est pas seulement désir du corps, mais, dans une égale mesure, désir d'honneur. Un partenaire que nous avons eu, qui tient à nous et qui nous aime, devient notre miroir. Il est la mesure de notre importance et de notre mérite. De ce point de vue-là, ma petite putain n'avait pas la tâche facile. Quand on couche avec tout le monde, on cesse de croire qu'une chose aussi banale que l'acte d'amour puisse avoir encore une importance quelconque. Le vrai honneur érotique, on le cherche du côté opposé. Seul un homme qui la voulait, mais qu'elle refusait, pouvait offrir à ma petite putain la mesure de sa valeur. Et comme elle voulait être, à ses propres yeux, la meilleure et la plus belle, elle s'est montrée extrêmement sévère et exigeante quand il a fallu choisir celui-là, l'unique, qu'elle honorerait de son refus. C'est moi qu'elle a finalement choisi, et j'ai compris que c'était un honneur exceptionnel. Et aujourd'hui encore, je considère cela comme mon plus grand succès amoureux. Vous avez un don surprenant pour changer l'eau en vin, dit la doctoresse. Vous êtes vexé parce que ce n'est pas vous que je considère comme mon plus grand succès, dit le patron. Il faut me comprendre. Bien que vous soyez une femme vertueuse, je ne suis tout de même pour vous, et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me chagrine, ni le premier ni le dernier, tandis que pour cette petite putain je l'étais. Croyez-moi, elle ne m'a jamais oublié, et aujourd'hui encore, elle se souvient avec nostalgie qu'elle m'a repoussé. D'ailleurs, je n'ai raconté cette anecdote que pour montrer l'analogie avec l'attitude de Havel à l'égard d'Élisabeth. Éloge de la liberté. Bon Dieu, patron, dit Havel, vous n'allez tout de même pas prétendre que je cherche en Élisabeth la mesure de ma valeur humaine. Certes non, dit la doctoresse sarcastique. Vous nous avez déjà expliqué ça. L'attitude provocante d'Élisabeth vous fait l'effet d'un ordre et vous voulez conserver l'illusion de choisir vous-même les femmes avec qui vous couchez. Vous savez, puisque nous parlons franchement, ce n'est pas exactement ça, dit Havel, pensif. En fait, je voulais seulement être spirituel quand j'ai dit que ce qui me gêne, c'est l'attitude provocante d'Élisabeth. À vrai dire, j'ai eu des femmes beaucoup plus provocantes, et ça faisait tout à fait mon affaire qu'elles soient provocantes, parce que les choses ne traînaient pas. Alors diable, pourquoi ne prenez-vous pas Élisabeth ? S'écria le patron. Patron, votre question n'est pas aussi absurde que je l'ai cru tout d'abord, car je constate qu'il y est très difficile d'y répondre. Pour être franc, je ne sais pas pour quelle raison je ne prends pas d'Élisabeth. J'ai pris des femmes plus laides, plus âgées et plus provocantes. On peut en conclure que je finirai nécessairement par l'apprendre. C'est ce que penseraient tous les statisticiens. Toutes les machines cybernétiques concluraient en ce sens. Et voyez-vous, c'est sans doute pour cela que je ne l'apprends pas. J'ai sans doute voulu dire non à la nécessité. Faire un croc en jambe au principe de causalité. Et jouer d'un caprice du libre arbitre la morne prévisibilité du cours universel. Mais pourquoi avoir choisi Élisabeth dans ce but ?
s'écria le patron. Justement, parce qu'il n'y a pas de raison. S'il y en avait une, on pourrait d'avance la découvrir et déterminer d'avance ma conduite. C'est justement dans cette absence de raison que se trouve ce fragment de liberté qui nous est accordé et vers lequel nous devons tendre inlassablement pour que subsiste, en ce monde des lois implacables, un peu du désordre humain. Mes chers collègues, vive la liberté, dit Havel, et il leva tristement son verre pour trinquer. Étendue de la responsabilité. À ce moment, une nouvelle bouteille sur laquelle se reporta aussitôt toute l'attention des médecins présents fit son apparition dans la pièce. Le charmant jeune homme dégingandé, qui se tenait dans la porte avec la bouteille à la main, c'était Fleischmann, étudiant en médecine qui faisait un stage dans le service. Il posa, lentement, la bouteille sur la table, chercha longuement le tire-bouchon, ensuite il planta, sans hâte, le tire-bouchon dans le bouchon et l'enfonça, pensivement, dans le bouchon qu'il finit par extraire rêveusement. Les précédentes parenthèses sont destinées à mettre en lumière la lenteur de Fleischmann. Cette lenteur qui attestait, plutôt que de la gaucherie, l'admiration nonchalante avec laquelle le jeune étudiant en médecine regardait attentivement au fond de son être, négligeant les détails insignifiants du monde extérieur. « Tout ça ne rime à rien, » dit le docteur Havel. « Ce n'est pas moi qui repousse Elisabeth, c'est elle qui ne veut pas de moi. Hélas, elle est folle de Fleischmann. » « De moi ?» Fleischmann leva la tête, puis, à longues enjambées, il alla remettre le tire-bouchon à sa place, revint ensuite auprès de la table basse et versa du vin dans les verres. « Vous êtes bon, » dit le patron, faisant chorus avec Havel. « Tout le monde est au courant sauf vous. Depuis le temps où vous avez mis les pieds dans le service, elle est invivable. Et voici 2 mois que ça dure. » Fleischmann regarda, longuement, le patron et dit « Je n'en sais vraiment rien. » Et il ajouta « De toute façon, ça ne m'intéresse pas. » « Et tous vos nobles discours, toutes vos péroraisons sur le respect de la femme, dit Havel, simulant une très grande sévérité. Vous faites souffrir Elisabeth, et ça ne vous intéresse pas. J'ai de la compassion pour les femmes, et je ne pourrai jamais leur faire de mal consciemment, dit Fleischmann. Mais ce que je fais inconsciemment ne m'intéresse pas parce que je n'y peux rien. Et par conséquent, je n'en suis pas responsable. Ensuite, Elisabeth revint. Elle avait sans doute décidé que ce qu'elle avait de mieux à faire, c'était d'oublier l'affront et de se conduire comme s'il ne s'était rien passé, si bien qu'elle se conduisait avec une extraordinaire affectation. Le patron lui avança une chaise et remplit son verre. « Buvez, Elisabeth. Oubliez tous les tourments. »« Bien sûr, » répliqua Elisabeth avec un large sourire, et elle vida son verre. Et le patron s'adressa de nouveau à Fleischmann. « Si l'on n'était responsable que des choses dont on a conscience, les imbéciles seraient d'avance absous de toute faute. Seulement, mon cher Fleischmann, l'homme est tenu de savoir. L'homme est responsable de son ignorance. L'ignorance est une faute. C'est pourquoi rien ne peut vous absoudre, et je déclare que vous vous conduisez comme un mufle avec les femmes, même si vous le niez. » Éloge de l'amour platonique. Havel repartit à l'attaque contre Fleischmann. « Avez-vous enfin procuré à mademoiselle Clara l'appartement que vous lui avez promis ?» dit-il, lui rappelant ainsi la cour inutile qu'il faisait à une certaine jeune fille, connue d'eux tous. « Pas encore, mais je m'en occupe. » Je vous ferai observer que Fleischmann est un gentleman avec les femmes. Il ne le raconte
Pas d'histoire, intervint la doctoresse, prenant la défense de Fleischmann. Je ne peux pas supporter que l'on soit cruel avec les femmes, parce que j'ai de la compassion pour elles, répéta l'étudiant en médecine. De toute façon, Clara vous tient la dragée haute, dit Elisabeth à Fleischmann, et elle éclata d'un rire incongru, de sorte que le patron se vit contraint de reprendre la parole. Haute ou pas, c'est beaucoup moins important que vous ne le pensez, Elisabeth. Comme chacun sait, Abélard était châtré, et ça ne les a pas empêchés de rester des amants fidèles, lui et Héloïse, et leur amour est immortel. George Sand a vécu pendant 7 ans avec Frédéric Chopin, immaculé comme une vierge, et on en parle encore de leur amour. Je ne veux pas, en une compagnie aussi auguste, rappeler le cas de la petite putain qui m'a accordé le plus grand honneur qu'une femme peut accorder à un homme, en me repoussant. Prenez-en en bonne note, ma chère Elisabeth. Il y a entre l'amour et ce à quoi vous pensez constamment des liens beaucoup plus lâches qu'on ne le croit. N'en doutez pas, Clara aime Fleischmann. Elle est gentille avec lui. Pourtant, elle se refuse à lui. Ça vous paraît illogique, mais l'amour, c'est justement ce qui est illogique. Mais qu'y a-t-il d'illogique ? Dit Elisabeth, riant à nouveau d'un rire incongru. Clara a besoin d'un appartement. C'est pour ça qu'elle est gentille avec Fleischmann. Mais elle n'a pas envie de coucher avec lui parce qu'elle a sans doute quelqu'un d'autre avec qui elle couche. Et ce quelqu'un d'autre ne peut pas lui procurer d'appartement. À ce moment, Fleischmann leva la tête et dit « Vous me tapez sur les nerfs. On dirait une bande d'adolescents. Elle hésite peut-être par pudeur. Ça ne vous vient même pas à l'esprit ? Ou elle a peut-être une maladie qu'elle me cache ? Une cicatrice qui l'enlaidit ? Il y a des femmes qui ont une pudeur terrible. Seulement, ce sont des choses auxquelles vous ne comprenez pas grand-chose, Elisabeth. Ou bien, dit le patron, venant en aide à Fleischmann, Clara est pétrifiée d'angoisse amoureuse devant Fleischmann, au point de ne pouvoir faire l'amour avec lui. Vous ne pouvez pas imaginer, Elisabeth, que vous pourriez aimer quelqu'un au point qu'il vous serait impossible de coucher avec cette personne ? Elisabeth affirma que non. Le signal. Ici, nous pouvons cesser un instant de suivre la conversation, perpétuellement alimentée de nouvelles fadaises, pour expliquer que, depuis le début de la soirée, Fleischmann s'efforçait de regarder la doctoresse dans les yeux, car elle lui plaisait terriblement depuis qu'il l'avait vue. Il y avait de cela 1 mois, pour la première fois. La majesté de ses 30 ans l'éblouissait. Jusqu'ici, il ne l'avait vue qu'en passant, et cette soirée était la première occasion qui lui était offerte de se trouver dans quelque temps avec elle dans la même pièce. Il avait l'impression qu'elle répondait de temps à autre à ses œillades, et il en était ému. Donc, après un échange de regards, la doctoresse se leva brusquement, s'approcha de la fenêtre et dit « Comme il fait beau dehors, c'est la pleine lune. » Et de nouveau son regard se posa machinalement sur Fleischmann. Celui-ci, qui avait du flair pour les situations de ce genre, comprit aussitôt que c'était un signal qui lui était destiné. Et juste à ce moment, il sentit une vague se gonfler dans sa poitrine. Sa poitrine était en effet un instrument sensible, digne de l'atelier de Stradivarius. Il lui arrivait, de temps à autre, d'éprouver cette sensation exaltante, et il était à chaque fois persuadé que la vague dans sa poitrine était l'irrévocabilité d'un présage annonçant l'avènement de quelque chose de grandiose et d'inouï qui surpasserait ses rêves. Cette fois, il était étourdi par cette vague, et aussi, dans un recoin de son cerveau qui échappait à l'étourdissement, surpris. Comment se pouvait-il que son désir eût une telle force, qu'à l'appel de son désir, la réalité accourut docilement, prête à s'accomplir? Sans cesser de s'étonner de son pouvoir, il guettait le moment où la discussion deviendrait plus animée,
où il échapperait à l'attention des adversaires. Dès qu'il jugea que ce moment était venu, il disparut de la salle. Le beau jeune homme aux bras croisés. Le service où avait lieu ce colloque improvisé occupait le rez-de-chaussée d'un joli pavillon construit à proximité d'autres pavillons dans le vaste jardin de l'hôpital. C'était dans ce jardin que venait d'entrer Fleischmann. Il s'adossa au tronc d'un grand platane, alluma une cigarette, contempla le ciel. On était en plein été, des parfums flottaient dans l'air, et la lune ronde était suspendue dans le ciel noir. Il s'efforçait d'imaginer ce qui allait suivre. La doctoresse qui venait de lui faire signe de sortir attendrait que son chauve fût plus absorbé par la conversation que par le soupçon, et ferait discrètement comprendre qu'un petit besoin intime l'obligeait à s'absenter un instant. Et que se passerait-il ensuite ? Ensuite, il préférait ne rien imaginer. La vague dans sa poitrine annonçait une aventure, et cela lui suffisait. Il avait confiance dans sa chance, confiance dans son étoile d'amour, confiance dans la doctoresse. Bercé par son assurance toujours un peu étonnée, il s'abandonnait à une agréable passivité. Car il se voyait toujours sous les traits d'un homme séduisant, désiré et aimé, et il lui plaisait d'attendre les aventures les bras élégamment croisés. Il était persuadé que les bras croisés aiguillonnent et subjuguent les femmes et leur destin, et le destin. Il vaut sans doute la peine de noter, à cette occasion, qu'il arrivait souvent, sinon constamment, à Fleischmann de se voir, de sorte qu'il était constamment accompagné d'un double, et que sa solitude devenait tout à fait divertissante. Ce soir-là, par exemple, non seulement il était adossé à un platane et il fumait, mais il observait en même temps avec délectation cet homme, beau et juvénile, qui était adossé à un platane et qui fumait nonchalamment. Il se réjouit longuement de ce spectacle et finit par entendre des pas légers qui venaient vers lui depuis le pavillon. Il fit exprès de ne pas se retourner. Il tira encore sur la cigarette, souffla la fumée et garda les yeux au ciel. Quand les pas furent tout proches, il dit d'une voix tendre, insinuante, « Je savais que vous viendriez. » Uriner. Ce n'était pas tellement difficile à deviner, lui répondit le patron. Je préfère uriner dans la nature plutôt que dans les installations modernes, qui sont infectes. Ici, bientôt, le mince filet doré m'unira miraculeusement à l'humus, à l'herbe et à la terre. Car, Fleischmann, je suis poussière, et dans un instant, au moins partiellement, je retournerai en poussière. Uriner dans la nature est un rite religieux par lequel nous promettons à la terre d'y retourner, un jour, tout entier. Fleischmann se taisait, et le patron lui demanda, « Et vous, vous êtes venu regarder la lune ?» Fleischmann se taisait obstinément, et le patron ajouta, « Vous êtes un lunatique, Fleischmann, c'est pour ça que je vous aime bien. » Fleischmann interpréta les paroles du patron comme un sarcasme, et il dit d'un ton qu'il voulait distant, « Laissez-moi tranquille avec la lune. Moi aussi je suis venu ici pour pisser. » « Mon petit Fleischmann, » dit le patron, attendri, « j'interprète cela comme un exceptionnel témoignage d'affection à l'égard de votre chef vieillissant. » Et ils se campèrent tous deux sous le platane pour accomplir l'opération que le patron, avec un enthousiasme inlassable et des images sans cesse renouvelées, comparait à un office divin. Deuxième acte. Le beau jeune homme sarcastique. Il revenait par le long couloir,
et le patron tenait l'étudiant en médecine par les épaules, fraternellement. L'étudiant en médecine était certain que ce chauve jaloux avait deviné le signal de la doctoresse et qu'il se payait sa tête avec ses épanchements amicaux. Certes, il ne pouvait pas rejeter la main du patron de son épaule, et il n'en était que plus irrité. Une seule chose le consolait, c'était que, bouillant de colère, il se voyait dans cette colère. Il voyait l'expression de son propre visage, et il était satisfait de ce jeune homme furieux qui est retourné dans la salle à garde et, à la surprise générale, allait soudain se montrer sous un jour tout à fait différent, sarcastique, mordant, démoniaque. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la salle de garde, Élisabeth se tenait au centre de la pièce et se déhanchait terriblement, tout en fredonnant les notes d'une mélodie. Le docteur Havel baissait les yeux et la doctoresse expliqua, pour devancer la frayeur des nouveaux venus. Élisabeth danse. Elle est un peu grise, ajouta Havel. Élisabeth ne cessait de mouvoir ses flancs et d'onduler du buste devant le visage baissé du docteur Havel. « Où avez-vous donc appris cette jolie danse ?» demanda le patron. Fleischmann, gonflé de sarcasme, fit entendre un rire ostensible. « Ah, 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 une jolie danse !»« C'est un numéro que j'ai vu dans une boîte à striptease de Vienne, » répondit Élisabeth au patron. « Eh bien, s'indigna le patron, tendrement. Depuis quand nos infirmières fréquentent-elles les boîtes à striptease ? Ce n'est tout de même pas défendu, patron, fit Élisabeth, en ondulant du buste autour de lui. La bile affluait dans le corps de Fleischmann, cherchant une issue. C'est de bromure, dit-il, que vous avez besoin, pas de striptease. Vous allez finir par nous violer. Vous n'avez rien à craindre. Les morveux ne m'amusent pas, coupa Élisabeth en ondulant du buste autour du docteur Havel. Et il vous a plu, ce striptease ? Interrogea le patron, amicalement. Je vous crois. Il y avait une Suédoise au sein énorme. Mais j'en ai de plus beaux, moi, des seins. Et en disant cela, elle se caressait la poitrine. Et il y avait aussi une fille qui faisait semblant de prendre un bain dans de la mousse de savon, dans une espèce de baignoire en carton, et une mulâtresse qui se masturbait devant le public. Ah, c'est ce qu'il y avait de mieux. Ah, dit Fleischmann, portant le sarcasme diabolique à son paroxysme. La masturbation, c'est exactement ce qu'il vous faut. Un chagrin en forme de croupe. Élisabeth continuait de danser, mais son public était sans doute bien moins bon public que les spectateurs de la boîte à striptease de Vienne. Havel baissait la tête, la doctoresse regardait avec malice, Fleischmann avec réprobation, et le patron avec une paternelle indulgence. Et la croupe d'Élisabeth, sur laquelle se tendait l'étoffe blanche du tablier d'infirmière, croisait à travers la pièce comme un soleil magnifiquement rond, mais un soleil éteint et mort, enveloppé dans un linceul blanc. Un soleil que les regards indifférents et gênés des médecins présents condamnaient à une pitoyable inutilité. Vint un moment où l'on crut qu'Élisabeth allait vraiment retirer ses vêtements, l'un après l'autre, de sorte que le patron intervint d'une voix anxieuse. « Mais, Élisabeth, on n'est pas à Vienne ici. »« De quoi avez-vous peur, patron ? Au moins vous saurez à quoi doit ressembler une femme nue, » claironna Élisabeth. Et, se tournant à nouveau vers le docteur Havel, elle le menaça de ses seins. « Eh bien, mon petit Havel, qu'est-ce que c'est que cette tête d'enterrement ? Lève la tête. Quelqu'un est mort ? Tu es en deuil ? Regarde-moi. Je suis vivante, moi. Je ne suis pas près de mourir. Je suis encore bien vivante. Je vis. » Et comme elle disait cela, sa croupe n'était
n'était plus une croupe, mais le chagrin même. Un chagrin magnifiquement moulé qui traversait la salle en dansant. « Je crois que ça suffit maintenant, Elisabeth, » dit Havel, les yeux rivés sur le parquet. « Ça suffit ?» dit Elisabeth. « Mais c'est pour toi que je danse. Et maintenant, je vais te faire un striptease, un grand striptease. » Et elle détacha son tablier, noué sur les reins, et, d'un geste de danseuse, le jeta sur le bureau. De nouveau, heureusement, le patron se fit entendre. « Elisabeth, ce serait beau que vous nous fassiez un striptease, mais ailleurs. Ici, vous comprenez, on est à l'hôpital. » Le grand striptease. « Je sais me conduire, patron, » répondit Elisabeth. Elle était dans son habit réglementaire, bleu pâle à col blanc, et continuait de se trémousser. Ensuite, elle posa les mains à plat sur les hanches, les fit glisser le long des flancs, les releva au-dessus de la tête, puis sa main droite remonta le long de son bras gauche levé et sa main gauche le long de son bras droit, après quoi elle exécuta un mouvement des bras en direction de Fleischmann, comme si elle lui jetait son corsage. Fleischmann eut peur et sursauta. « Bébé, tu l'as laissé tomber !» lui cria-t-elle. Ramenant ensuite les mains à ses hanches, elle les fit glisser le long de ses jambes. Courbée, elle leva la jambe droite, puis la jambe gauche. Ensuite, elle regarda le patron et fit un mouvement du bras droit, en lui lançant sa jupe imaginaire. Le patron tendit sa main et referma le poing. Avec son autre main, il lui envoya un baiser. Encore quelques trémoussements et quelques pas, et Elisabeth se dressa sur la pointe des pieds, plia les bras en arrière, les doigts se rejoignant au milieu du dos. Puis, avec des gestes de danseuse, elle ramena les bras en avant, se caressa l'épaule droite avec la main gauche et l'épaule gauche avec la main droite. Et, de nouveau, elle fit du bras un mouvement gracieux, cette fois en direction du docteur Havel qui, à son tour, fit de la main un geste timide et gêné. Mais déjà Elisabeth arpentait majestueusement la pièce. Elle faisait le tour de ses 4 spectateurs, l'un après l'autre, érigeant devant chacun la symbolique nudité de son buste. Pour finir, elle s'arrêta devant Havel, se mit à onduler des hanches et, s'inclinant légèrement, fit glisser ses 2 mains le long de ses flancs. Alors, comme tout à l'heure, elle leva d'abord une jambe, puis l'autre, et elle se redressa triomphalement, levant sa main droite avec, entre le pouce et l'index, le slip invisible. Et de nouveau, gracieusement, elle fit un mouvement vers le docteur Havel. Tendue dans toute la gloire de sa nudité fictive, elle ne regardait plus personne, pas même Havel. Les yeux mi-clos, la tête penchée sur le côté, elle regardait son propre corps ondoyant. Ensuite, la fière posture se brisa et Elisabeth s'assit sur les genoux du docteur Havel. « Je suis épuisée, » dit-elle en bâillant. Elle saisit le verre de Havel et but une gorgée. « Docteur, » dit-elle à Havel, « tu n'aurais pas des cachets pour me réveiller ? Je ne vais tout de même pas aller me coucher. » « Pour vous, tout ce que vous voudrez, Elisabeth, » dit Havel. Et il souleva Elisabeth de ses genoux, la fit asseoir sur la chaise et se dirigea vers la pharmacie. Il y trouva un somnifère puissant et donna 2 cachets à Elisabeth. « Ça va me réveiller ?» demanda-t-elle. « Aussi vrai que je m'appelle Havel, » dit ce dernier. Les mots d'adieu d'Elisabeth. Quand elle eut avalé les 2 cachets, Elisabeth voulut se rasseoir sur les genoux de Havel.
mais celui-ci écarta les jambes, et Elisabeth tomba. Aussitôt Havel le regretta, car il n'avait pas eu l'intention d'infliger à Elisabeth cette humiliation. Et le mouvement qu'il avait fait était plutôt un réflexe machinal provoqué par le dégoût sincère qu'il éprouvait à l'idée de toucher la croupe d'Elisabeth avec ses cuisses. Il essaya donc de la relever, mais Elisabeth adhérait au plancher de tout son poids, avec une plaintive obstination. Fleischmann se campa devant elle. « Vous êtes saoul, et vous devriez aller vous coucher. » Elisabeth le regarda de bas en haut avec un immense mépris, et, savourant le masochisme pathétique de son être à terre, elle lui dit « Goujat, imbécile. » Et une fois encore, « Imbécile. » De nouveau, Havel tenta de la relever, mais elle se dégagea violemment et éclata en pleurs. Personne ne trouvait rien à dire, et les sanglots d'Elisabeth s'élevaient comme un solo de violon dans la pièce silencieuse. Après un bon moment, la doctoresse eut l'idée de siffler doucement. Elisabeth se leva d'un bond, se dirigea vers la porte et, quand elle eut la main sur la poignée, elle se retourna et dit « Goujat, Goujat, si vous saviez, mais vous ne savez rien. Vous ne savez rien. » Le réquisitoire du patron contre Fleischmann. Le départ d'Elisabeth fut suivi d'un silence que le patron fut le premier à interrompre. « Vous voyez, mon petit Fleischmann, vous prétendez avoir de la compassion pour les femmes. Mais si vous avez de la compassion pour les femmes, pourquoi n'avez-vous pas de la compassion pour Elisabeth ? » « En quoi est-ce que ça me concerne ? » répliqua Fleischmann. « Ne faites pas semblant de ne rien savoir. On vous l'a dit tout à l'heure. Elle est folle de vous. »« Est-ce que j'y peux quelque chose ? » demanda Fleischmann. « Vous n'y pouvez rien, » dit le patron. « Mais vous êtes grossier avec elle et vous la faites souffrir. Et ça, vous y pouvez quelque chose. Pendant toute la soirée, elle ne s'intéressait qu'à une chose, à ce que vous alliez faire. Si vous alliez la regarder, lui sourire, lui dire un mot gentil. Et rappelez-vous ce que vous lui avez dit. »« Je ne lui ai rien dit de si terrible, » répliqua Fleischmann, mais il y avait un doute dans sa voix. « Rien de si terrible, » ironisa le patron. « Vous vous êtes moqué d'elle quand elle a dansé, bien qu'elle n'ait dansé que pour vous. Vous lui avez recommandé du bromure, vous lui avez dit que ce qu'elle pouvait faire de mieux, c'était de se masturber. Rien de terrible. Quand elle a fait son striptease, vous avez laissé tomber son corsage par terre. »« Quel corsage ? » répliqua Fleischmann. « Son corsage, » dit le patron. « Ne faites pas l'imbécile. Pour finir, vous l'avez envoyée se coucher, bien qu'elle ait pris des cachets contre la fatigue. » « Mais c'est après Havel qu'elle en avait, » se défendit Fleischmann. « Ne jouez pas la comédie, » dit sévèrement le patron. « Que vouliez-vous qu'elle fasse, puisque vous ne vous occupiez pas d'elle ? Elle vous provoquait, et elle ne désirait qu'une chose, quelques miettes de votre jalousie. Vous parlez d'un gentleman. »« Fichez-lui la paix, maintenant, » dit la doctoresse. « Il est cruel, mais il est jeune. »« C'est l'archange du châtiment, » dit Havel. Les rôles mythologiques. « Oui, c'est exact, » dit la doctoresse. « Regardez-le, un archange beau et terrible. »« Nous sommes une vraie société mythologique, » souligna le patron d'une voix somnolente. « Parce que toi, tu es Diane, froide, sportive, méchante. Et vous, vous êtes un satyre, vieux, lascif, bavard, » dit la doctoresse. « Et Havel, c'est Don Juan, pas vieux, mais vieillissant. » « Allons donc.
Havel, c'est la mort, répliqua le patron, revenant à sa thèse de tout à l'heure. La fin des Don Juan. Si vous me demandez si je suis Don Juan ou la mort, je dois, bien qu'à contre-cœur, me ranger à l'avis du patron, dit Havel, et il avala une bonne gorgée. Don Juan était un conquérant, et avec des majuscules même, un grand conquérant. Mais je vous le demande, comment voulez-vous être un conquérant dans un territoire où personne ne vous résiste, où tout est possible et où tout est permis? L'ère des Don Juan est révolue. L'actuel descendant de Don Juan ne conquiert plus, il ne fait que collectionner. Au personnage du grand conquérant a succédé le personnage du grand collectionneur. Seulement le collectionneur n'a absolument plus rien de commun avec Don Juan. Don Juan était un personnage de tragédie. Il était marqué par la faute. Il péchait gaiement et se moquait de Dieu. C'était un blasphémateur, et il a fini en enfer. Don Juan portait sur ses épaules un fardeau tragique dont le grand collectionneur n'a pas la moindre idée, car dans son univers, toute pesanteur est sans poids. Les blocs de pierre se sont changés en duvet. Dans le monde du conquérant, un regard comptait ce que compte, dans le monde du collectionneur, 10 années de l'amour physique le plus assidu. Don Juan était un maître, tandis que le collectionneur est un esclave. Don Juan transgressait effrontément les conventions et les lois. Le grand collectionneur ne fait qu'appliquer docilement à la sueur de son front la convention et la loi, car collectionner fait désormais partie des bonnes manières et du bon ton. Collectionner est presque considéré comme un devoir. Si je me sens coupable, c'est uniquement de ne pas prendre Elisabeth. Le grand collectionneur n'a rien de commun ni avec la tragédie, ni avec le drame. L'érotisme, qui était le germe de catastrophe, est devenu, grâce à lui, une chose pareille à un petit déjeuner, ou à un dîner, à la philatélie, au ping-pong, ou à une course dans les magasins. Le collectionneur a fait entrer l'érotisme dans la ronde de la banalité. Il en a fait les coulisses et les planches d'une scène où le vrai drame n'aura jamais lieu. Hélas, mes amis, s'écria Havel d'un ton pathétique. Mes amours, si je peux me permettre de les appeler ainsi, sont les planches d'une scène où il ne se passe rien. Chère doctoresse et cher patron, vous avez opposé Don Juan à la mort, comme les termes d'une contradiction. Par pur hasard et par inadvertance, vous avez ainsi mis en lumière le fond du problème. Regardez. Don Juan bravait l'impossible. Et c'est cela qui est tellement humain. En revanche, dans le royaume du grand collectionneur, rien n'est impossible, parce que c'est le royaume de la mort. Le grand collectionneur, c'est la mort qui est venue chercher par la main la tragédie, le drame, l'amour. La mort qui est venue chercher Don Juan, dans le feu infernal où l'a envoyé le commandeur. Don Juan est vivant. Mais dans le monde du grand collectionneur, où les passions et les sentiments voltigent dans l'espace comme un duvet, dans ce monde-là, il est définitivement mort. Allons, donc, chère madame, dit tristement Havel, moi et Don Juan, ce que je donnerais pour voir le commandeur, pour sentir sur mon âme l'atroce poids de sa malédiction, sentir croître en moi la grandeur de la tragédie. Allons donc, madame. Je suis tout au plus un personnage de comédie. Et même cela, ce n'est pas à moi que je le dois, mais justement à lui, Don Juan. Car c'est uniquement sur l'arrière-plan historique de sa gaieté tragédique que vous pouvez encore saisir, tant bien que mal, la comique tristesse de mon existence de coureur de jupons. Existence qui, sans ce repère, ne serait qu'une grisaille banale, un paysage fastidieux.
Nouveaux signaux. Fatigué par cette longue tirade, pendant laquelle le patron ensommeillé laissa par 2 fois sa tête retomber sur sa poitrine, Havel se tut. Après une pause pleine d'émotion, la doctoresse prit la parole. « Je ne savais pas, docteur, que vous étiez aussi bon orateur. Vous vous êtes dépeint sous les traits d'un personnage de comédie, de la grisaille et de l'ennui, comme un zéro. Malheureusement, la façon dont vous vous êtes exprimé était un peu trop noble. C'est votre maudit raffinement. Vous vous traitez de mendiant, mais vous choisissez pour cela des mots princiers, pour être quand même plus prince que mendiant. Vous êtes un vieil imposteur, Havel, vaniteux jusque dans les moments où vous vous roulez dans la boue. Vous êtes un vieil et vil imposteur. » Fleischmann rit d'un rire sonore, car elle croyait, à sa grande satisfaction, discerner les paroles de la doctoresse du mépris à l'égard de Havel. C'est pourquoi, encouragé par l'ironie de la doctoresse et par son propre rire, il s'approcha de la fenêtre et dit d'un air entendu. « Quelle nuit !»« Oui, dit la doctoresse, une nuit splendide. Et Havel qui joue à la mort. Avez-vous seulement remarqué, Havel, qu'il fait une nuit magnifique ?»« Bien sûr que non, dit Fleischmann. Pour Havel, une femme est une femme, une nuit en vaut une autre. L'hiver et l'été, c'est du pareil au même. Le docteur Havel refuse de distinguer les attributs secondaires. « Vous m'avez percé à jour, dit Havel. Fleischmann estima que cette fois-ci son rendez-vous avec la doctoresse serait réussi. Le patron avait beaucoup trop bu, et la somnolence à laquelle il succombait depuis quelques minutes semblait émousser considérablement sa vigilance. « Oh, ma vessie, dit Fleischmann discrètement, et après un regard à l'intention de la doctoresse, il se dirigea vers la porte. Le gaz. Une fois dans le couloir, il songea avec plaisir que la doctoresse avait passé toute la soirée à se moquer des 2 hommes, le patron et Havel, qu'elle venait, avec beaucoup d'à-propos, de traiter d'imposteurs. Et il s'émerveilla de voir se répéter une situation qui l'étonnait chaque fois, justement parce qu'elle se répétait avec une telle régularité. Il plaisait aux femmes. Elle le préférait à des hommes expérimentés, ce qui, dans le cas de la doctoresse, et c'était visiblement une femme extraordinairement exigeante, intelligente, et assez, mais agréablement hautaine, constituait un triomphe nouveau et inattendu. C'est dans cet état d'esprit que Fleischmann traversa le long couloir et se dirigea vers la sortie. Il était presque arrivé à la porte qui donnait sur le jardin quand une odeur de gaz frappa tout à coup ses narines. Il s'arrêta et renifla. L'odeur était concentrée du côté de la porte qui séparait le couloir de la petite salle de repos des infirmières. Soudain, Fleischmann se rendit compte qu'il avait très peur. Son premier mouvement fut de courir chercher le patron et Havel, et ensuite il se décida à poser la main sur la poignée de la porte, sans doute parce qu'il supposait que la porte serait verrouillée ou barricadée. Mais, à sa grande surprise, la porte s'ouvrit. Le plafonnier était allumé et éclairé, étendu sur le divan, un grand corps de femme, nu. Fleischmann jeta un regard circulaire à travers la pièce et s'élança vers un petit réchaud. Il tourna le robinet à gaz qui était ouvert. Puis il courut jusqu'à la fenêtre et l'ouvrit toute grande. Remarque entre parenthèses. On peut dire que Fleischmann a agi avec sang-froid, et, somme toute, avec présence d'esprit. Il y a une chose, cependant, qu'il n'a pas enregistrée avec la tête suffisamment froide. Certes, il a gardé les yeux fixés pendant une bonne seconde sur le corps nu d'Elisabeth, mais il avait tellement peur qu'il n'a pu,
derrière l'écran de cette peur, saisir ce que nous pouvons maintenant savourer tout à loisir, profitant d'un recul avantageux. Ce corps était splendide. Il était étendu sur le dos avec la tête légèrement détournée. Les épaules étaient un peu rapprochées, et les deux beaux seins se serraient l'un contre l'autre, offrant leur forme pleine. Une jambe était étendue et l'autre légèrement pliée, de sorte que l'on pouvait voir la remarquable plénitude des cuisses et l'ombre noire, extraordinairement épaisse, de la toison. L'appel au secours. Ayant ouvert toute grande la fenêtre et la porte, Fleischmann s'élança dans le couloir et appela à l'aide. Ce qui suivit se déroula avec une prompte efficacité. Respiration artificielle, coup de téléphone au service des urgences, arrivée du chariot pour le transport des malades, remise de la malade au médecin de garde, nouvelle séance de respiration artificielle, retour à la vie, transfusion sanguine et, pour finir, profond soupir de soulagement quand il fut évident que la vie d'Elisabeth était sauvée. Troisième acte. Qui a dit quoi? Lorsque les 4 médecins sortirent du service des urgences et se retrouvèrent dans la cour, ils semblaient épuisés. Le patron dit « Elle nous a gâché notre colloque, cette petite Elisabeth. » La doctoresse dit « Les femmes insatisfaites portent toujours la poisse. » Havel dit « C'est curieux, il a fallu qu'elle ouvre le gaz pour qu'on s'aperçoive qu'elle est bien faite. » À ces mots, Fleischmann regarda longuement Havel et dit « Je n'ai plus envie de boire ni de faire de l'esprit. Bonne nuit. » Et il se dirigea vers la sortie de l'hôpital. La théorie de Fleischmann. Fleischmann trouvait infects les propos de ses collègues. Il y voyait l'insensibilité d'hommes et de femmes vieillissants, la cruauté de leur âge qui se dressait devant sa jeunesse comme une barrière hostile. C'est pourquoi il se réjouissait d'être seul et il allait à pied, délibérément, pour savourer pleinement son exaltation. Il ne cessait de se répéter, avec un effroi délicieux, qu'Élisabeth s'était trouvée à 2 doigts de la mort, et que cette mort, il en était responsable. Bien entendu, il n'ignorait pas qu'un suicide résulte, non pas d'une cause unique, mais d'ordinaire, de toute une constellation de causes. Seulement il ne pouvait nier que l'une de ces causes, et sans doute la cause décisive, c'était lui, du simple fait de son existence et de son comportement d'aujourd'hui. À présent, il s'accusait pathétiquement. Il se disait qu'il était un égoïste au regard vaniteux rivé sur les succès amoureux. Il se jugeait grotesque de s'être laissé aveugler par l'intérêt que lui avait témoigné la doctoresse. Il se reprochait d'avoir fait d'Élisabeth un simple objet, un récipient dont il s'était servi pour déverser sa bile lorsque le patron jaloux avait empêché son rendez-vous nocturne. De quel droit avait-il ainsi traité une innocente créature? Cependant, le jeune étudiant en médecine n'était pas un être primitif. Chacun de cet état d'âme contenait en soi la dialectique de l'affirmation et de la négation, de sorte qu'à la voix intérieure de l'accusateur répliquait maintenant la voix intérieure du défenseur. Les sarcasmes qu'il avait adressés à Élisabeth étaient assurément déplacés, mais n'auraient sans doute pas eu des conséquences aussi tragiques si Élisabeth n'avait pas été éprise de lui. Or, Fleischmann y pouvait-il quelque chose si une femme était amoureuse de lui? Devenait-il automatiquement responsable de cette femme? Il s'arrêta à cette question qui lui semblait être la clé de tout le mystère de l'existence humaine. Il s'arrêta même de marcher et formula la réponse le plus sérieusement du monde. Oui, il avait eu tort, tout à l'heure, quand il avait dit au patron qu'il n'était pas responsable de ce qu'il provoquait à son insu. En effet,
pouvait-il réduire sa personne à ce qui était conscient et délibéré? Ce qu'il infligeait inconsciemment ne faisait-il pas aussi partie de la sphère de sa personnalité? Qui d'autre que lui pourrait en être responsable? Oui, il était coupable. Coupable de l'amour d'Elisabeth. Coupable d'ignorer cet amour. Coupable de le négliger. Coupable. Pour un peu, il aurait tué un être humain. La théorie du patron. Pendant que Fleischmann se livrait à cet examen de conscience, le patron, Havel et la doctoresse regagnaient la salle de garde. Ils n'avaient vraiment plus envie de boire. Ils gardèrent pendant quelque temps le silence, puis... Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête d'Elisabeth? Dit le docteur Havel. Pas de sentimentalité, dit le patron. Quand quelqu'un fait des conneries de ce genre, je m'interdis toute émotion. D'ailleurs, si vous ne vous étiez pas entêté et si vous aviez fait avec elle ce que vous n'hésitez pas à faire avec toutes les autres, ça ne serait pas arrivé. Je vous remercie de me rendre responsable d'un suicide, dit Havel. Soyons précis, répondit le patron. Il ne s'agit pas d'un suicide, mais d'une manifestation suicidaire arrangée de manière à éviter la catastrophe. Mon cher docteur, quand on veut s'asphyxier au gaz, on commence par fermer la porte à clé. Mieux que ça, on prend soin de boucher toutes les fissures pour que la présence du gaz soit décelée le plus tard possible. Seulement, Elisabeth ne pensait pas à la mort, elle pensait à vous. Dieu sait depuis combien de semaines elle se réjouissait à la pensée qu'elle allait être avec vous de service de nuit. Et depuis le début de la soirée, elle s'était concentrée impudiquement sur vous. Mais vous vous êtes buté. Et plus vous vous êtes buté, plus elle a bu, et plus elle s'est montrée provocante. Elle a parlé, elle a dansé, elle a voulu faire un striptease. Voyez-vous, je me demande s'il n'y a tout de même pas quelque chose d'émouvant dans tout cela. Quand elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait attirer ni vos yeux, ni vos oreilles, elle a tout misé sur votre odorat et elle a ouvert le gaz. Et avant d'ouvrir le gaz, elle s'est déshabillée. Elle sait qu'elle a un beau corps, et elle a voulu vous obliger à vous en rendre compte. Rappelez-vous ce qu'elle a dit en partant. Si vous saviez, vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Maintenant, vous le savez. Elisabeth a un visage laid, mais elle a un beau corps. Vous l'avez reconnu vous-même. Vous voyez bien que son raisonnement n'est pas si bête. Je me demande même si vous n'allez pas vous laisser faire, à présent. Havel haussa les épaules. Ça se peut, dit-il. J'en suis certain, dit le patron. La théorie de Havel. Ce que vous dites peut paraître convaincant, patron, mais il y a une faille dans votre raisonnement. Vous surestimez mon rôle dans cette affaire. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Je ne suis tout de même pas le seul qui ait refusé de coucher avec Elisabeth. Personne ne voulait coucher avec elle. Tout à l'heure, quand vous m'avez demandé pourquoi je ne voulais pas prendre Elisabeth, je vous ai répondu je ne sais quelle baliverne sur la beauté du libre arbitre et sur ma liberté que je tiens à préserver. Mais ce n'étaient que des propos en l'air destinés à marquer la vérité, qui est juste, à l'opposé et pas flatteuse du tout. Si je refusais Elisabeth, c'est parce que je suis incapable de me conduire en homme libre. Parce que c'est une mode de ne pas coucher avec Elisabeth. Personne ne couche avec elle. Et si quelqu'un couchait avec elle, il n'en conviendrait jamais parce que tout le monde se moquerait de lui. La mode est un terrible dragon, et je lui ai servilement obéi. Seulement, Elisabeth est une femme mûre, et ça lui est monté au cerveau. Et, peut-être, ce qui lui est monté au cerveau plus que tout le reste, c'est que je la refuse, moi, parce que tout le monde sait que je prends tout.
Seulement, la mode m'était plus chère que le cerveau d'Elisabeth. Et vous avez raison, patron. Elle sait qu'elle a un beau corps, et elle estimait que cette situation est tout à fait absurde et injuste, et elle a voulu protester. Souvenez-vous que pendant toute la soirée, elle n'a pas cessé d'attirer l'attention sur son corps. Quand elle a parlé de la stripteaseuse suédoise qu'elle a vue à Vienne, elle s'est caressé les seins et a déclaré qu'ils étaient plus beaux que ceux de la suédoise. Et rappelez-vous, pendant toute la soirée, ses seins et sa croupe ont envahi cette pièce comme une foule de manifestants. Je parle sérieusement, patron. C'était une manifestation. Et rappelez-vous son striptease. Rappelez-vous comme elle le vivait. Patron, c'est le striptease le plus triste que j'ai jamais vu. Elle se déshabillait avec passion, mais sans se dégager du fourreau détesté de son uniforme d'infirmière. Elle se déshabillait, mais elle ne pouvait pas se déshabiller. Et tout en sachant qu'elle ne se déshabillerait pas, elle se déshabillait parce qu'elle voulait nous faire part de son triste et irréalisable désir de se déshabiller. Patron, ce n'était pas un déshabillage, c'était le chant élégiaque du déshabillage, le chant de l'impossibilité de se déshabiller, sur l'impossibilité de faire l'amour, sur l'impossibilité de vivre. Et même ça, nous n'avons pas voulu l'entendre. Nous baissions la tête et nous prenions l'air indifférent. Oh, romantique coureur, vous croyez vraiment qu'elle voulait mourir ? S'écria le patron. Souvenez-vous, dit Havel, de ce qu'elle m'a dit en dansant. Elle m'a dit « Je suis encore vivante. Je suis encore vivante. » Vous vous souvenez ? À partir du moment où elle a commencé à danser, elle savait ce qu'elle allait faire. Et pourquoi a-t-elle voulu mourir toute nue, hein ? Comment expliquez-vous cela ? Elle voulait entrer dans les bras de la mort comme dans les bras d'un amant. C'est pour ça qu'elle s'est déshabillée, coiffée, fardée. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas fermé la porte à clé, hein ? Je vous en prie, n'essayez pas de vous persuader qu'elle voulait vraiment mourir. Peut-être ne savait-elle pas exactement ce qu'elle voulait. Vous le savez, vous, ce qu'elle voulait, ce que vous voulez ? Qui d'entre nous sait ce qu'il veut ? Elle voulait mourir et elle ne le voulait pas. Elle voulait très sincèrement mourir et en même temps, tout aussi sincèrement, elle voulait suspendre l'acte qui la conduisait à la mort et dont elle se sentait grandie. Vous comprenez bien qu'elle ne voulait pas qu'on la voie quand elle serait toute brune, puante et déformée par la mort. Elle voulait nous montrer son corps si beau, si sous-estimé, qui, dans toute sa gloire, s'en allait copuler avec la mort. Elle voulait qu'au moins en cet instant essentiel, nous envions ce corps à la mort et que nous le désirions. La théorie de la doctoresse. Messieurs, commença la doctoresse qui s'était tue jusque-là et avait écouté attentivement les deux médecins. Ce que vous avez dit tous les deux me paraît logique, autant qu'une femme peut en juger. En elles-mêmes, vos théories sont assez convaincantes et témoignent d'une profonde connaissance de la vie. Elles n'ont qu'un défaut. Elles ne contiennent pas une once de vérité. Elisabeth ne pensait pas au suicide, ni au suicide réel, ni au suicide simulé. À aucun suicide. La doctoresse savoura pendant un instant l'effet de ces paroles et reprit. « Messieurs, on voit que vous avez mauvaise conscience. Quand nous sommes revenus au service des urgences, vous avez évité la salle de repos. Vous ne vouliez pas la voir. Mais moi, je l'ai soigneusement examinée. Pendant que vous faisiez de la respiration artificielle à Elisabeth, il y avait une casserole sur le réchaud. Elisabeth a mis de l'eau à chauffer pour se faire un café et elle s'est endormie. L'eau a débordé et a éteint la flamme.
Les 2 médecins se rendirent dans la salle de repos avec la doctoresse. C'était exact. Il y avait une petite casserole sur le réchaud, et il restait même un peu d'eau. Mais, dans ce cas, pourquoi était-elle toute nue ? S'étonna le patron. Regardez bien, dit la doctoresse, montrant les 4 coins de la pièce. La robe bleu pâle traînait par terre sous la fenêtre. Le soutien-gorge pendait, accroché à la petite armoire à pharmacie, et la petite culotte blanche avait été jetée par terre dans l'angle opposé. Élisabeth a jeté ses vêtements de tous les côtés, ce qui prouve qu'elle a voulu réaliser, même pour elle seule, sa séance de striptease que vous avez jugé prudent d'interdire, patron. Quand elle a été toute nue, elle s'est sans doute sentie fatiguée. Ça ne faisait pas son affaire parce qu'elle n'avait pas renoncé à ses espérances pour cette nuit. Elle savait que nous allions finalement partir et que Havel resterait seul. C'est pour ça qu'elle a demandé des cachets pour se réveiller. Elle voulait se faire un café et elle a mis une casserole d'eau sur le réchaud. Ensuite, elle a de nouveau regardé son corps et ça l'a excitée. Messieurs, Élisabeth avait un avantage sur vous. Elle ne voyait pas sa tête. Pour elle, elle était donc d'une beauté sans défaut. Son corps l'a excitée et elle s'est lascivement étendue sur le divan. Mais, visiblement, le sommeil l'a surprise avant la volupté. Certainement, dit Havel, d'autant plus que je lui avais donné des somnifères. Ça vous ressemble, dit la doctoresse. Alors, y a-t-il encore quelque chose de pas clair ? Oui, dit Havel. Rappelez-vous ce qu'elle nous a dit. Je ne suis pas près de mourir. Je suis encore bien vivante. Je vis. Et ces dernières paroles, elle les a dites si pathétiquement, comme si c'étaient des paroles d'adieu. Si vous saviez. Si vous... Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Voyons, Havel, dit la doctoresse. Comme si vous ne saviez pas que 99% de toutes les paroles qu'on prononce sont des paroles en l'air. Est-ce que vous-même, la plupart du temps, vous parlez pour autre chose que pour parler ? Les médecins bavardèrent pendant quelque temps encore, puis sortirent. Le patron et la doctoresse serrèrent la main à Havel et s'éloignèrent. Des parfums flottaient dans l'air nocturne. Fleischmann arriva enfin dans la rue de banlieue où il habitait chez ses parents, dans une petite villa entourée d'un jardin. Il ouvrit la grille et, sans aller jusqu'à la porte d'entrée, s'assit sur un banc au-dessus duquel se penchaient des roses soigneusement entretenues par sa maman. Des parfums flottaient dans l'air nocturne de l'été, et les mots « coupable »,« égoïsme »,« aimer »,« mort » tournoyaient dans la poitrine de Fleischmann et la remplissaient d'un plaisir exaltant. Il avait l'impression qu'il lui poussait des ailes dans le dos. Dans cet afflux de bonheur mélancolique, il comprit qu'il était aimé comme jamais. Évidemment, plusieurs femmes lui avaient déjà donné des preuves tangibles de leurs sentiments. Mais, à présent, il se contraignait à une froide lucidité. Est-ce que ça avait toujours été de l'amour ? Est-ce qu'il n'avait pas quelquefois succombé à des illusions ? Est-ce qu'il ne lui arrivait pas d'imaginer plus qu'il n'y avait en réalité ? Est-ce que Clara, par exemple, n'était pas plus intéressée qu'amoureuse ? Est-ce qu'elle ne tenait pas plus à l'appartement qu'il allait lui procurer qu'elle ne tenait à lui ? Tout était bien pâle auprès de l'acte d'Élisabeth. De grands mots flottaient dans l'air et Fleischmann se disait que l'amour n'a qu'un seul critère, la mort. Au terme du véritable amour, il y a la mort. Et seul l'amour au terme duquel il y a la mort est l'amour. Des parfums flottaient dans l'air et Fleischmann se demandait. Quelqu'un l'aimerait-il jamais autant que cette femme laide ? Mais qu'était la beauté ou la laideur auprès de l'amour ?
qu'était la laideur d'un visage auprès d'un sentiment dont la grandeur reflétait l'absolu. L'absolu? Oui. Fleischmann est un adolescent projeté depuis peu dans le monde incertain des adultes. Il fait de son mieux pour séduire les femmes, mais ce qu'il cherche, c'est surtout l'étreinte consolante, infinie, rédemptrice qui le sauverait de l'atroce relativité du monde récemment découvert. 4e acte. Le retour de la doctoresse. Le docteur Havel était étendu depuis quelques moments sur le divan, sous une mince couverture de laine. Quand il entendit des coups frappés contre la vitre, il aperçut le visage de la doctoresse à la lueur de la lune. Il ouvrit la fenêtre et demanda : « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Ouvrez-moi, » dit la doctoresse, et elle se dirigea d'un pas leste vers la porte du pavillon. Havel boutonna sa chemise, poussa un soupir et sortit de la pièce. Quand il eut ouvert la porte du pavillon, la doctoresse s'avança sans donner davantage d'éclaircissement. Et lorsqu'elle fut installée dans un fauteuil dans la grande salle de garde, en face de Havel, elle se mit à expliquer qu'elle n'avait pas pu rentrer chez elle, qu'elle s'était sentie terriblement troublée, qu'elle ne pouvait pas s'endormir, et qu'elle demandait à Havel de faire encore un brin de causette avec elle afin de trouver le calme. Havel ne croyait pas un mot de ce que disait la doctoresse, et il était suffisamment mal élevé, ou imprudent, pour le laisser voir. C'est pourquoi la doctoresse lui dit : « Bien sûr, vous ne me croyez pas, parce que vous êtes persuadé que je suis revenu que pour coucher avec vous. » Le docteur fit un geste de dénégation, mais la doctoresse poursuivit : « Don Juan vaniteux. Évidemment, dès qu'une femme vous voit, elle ne pense qu'à ça. Et vous, contraint et dégoûté, vous accomplissez votre triste mission. » De nouveau, Havel fit un geste de dénégation, mais la doctoresse, ayant allumé une cigarette et soufflé nonchalamment la fumée, poursuivit : « Mon pauvre Don Juan, ne craignez rien, je ne suis pas venu pour vous importuner. Vous n'avez rien de commun avec la mort. Tout cela, ce ne sont que les paradoxes de notre cher patron. Vous ne prenez pas tout, pour la bonne raison que toutes les femmes ne sont pas prêtes à se laisser prendre. Moi, par exemple, je peux vous le garantir, je suis absolument immunisé contre vous. C'est ça que vous êtes venu me dire ? Peut-être. Je suis venu pour vous consoler, pour vous dire que vous n'êtes pas comme la mort, que moi, je ne me laisserai pas prendre. » La moralité de Havel. « C'est gentil de votre part, » dit Havel. « Gentil de ne pas vous laisser prendre et d'être venu me le dire. Vous avez raison. Je n'ai rien de commun avec la mort. Non seulement je ne prends pas Elisabeth, mais je ne vous prendrai pas davantage. »« Oh !» fit la doctoresse. « Je ne veux pas dire par là que vous ne me plaisez pas, bien au contraire. »« Tout de même, » dit la doctoresse. « Oui, vous me plaisez beaucoup. » »« Alors, pourquoi ne voulez-vous pas me prendre ? Est-ce parce que je ne m'intéresse pas à vous ? » ?»« Non, je crois que ça n'a pas de rapport, » dit Havel. « Alors pourquoi ? » ?»« Parce que vous êtes la maîtresse du patron. Et après ? Le patron est jaloux, ça lui fera de la peine. »« Vous avez des scrupules, » dit la doctoresse en riant. « Vous savez, » dit Havel, « j'ai eu pas mal d'intrigues avec des femmes dans ma vie, si bien que je n'en apprécie que davantage l'amitié masculine. Cette amitié qui n'est pas éclaboussée par la bêtise de l'érotisme est la seule valeur que j'ai connue dans la vie. Vous considérez le patron comme un ami ? Le patron a fait beaucoup pour moi. »« Encore plus pour moi, » répliqua la doctoresse. « C'est possible, » dit Havel, « mais il ne s'agit pas de gratitude. C'est un ami, c'est tout. C'est un type épatant, et il tient à vous. Si j'essayais de vous avoir,
je serai obligé de me considérer comme un salaud. » Le patron calomnié. « Je ne m'attendais pas, » dit la doctoresse, « à entendre de votre bouche un aussi fervent éloge de l'amitié. Je vous découvre, docteur, sous une apparence pour moi toute nouvelle et absolument inattendue. Non seulement vous possédez, contre toute attente, la faculté de sentir, mais vous exercez cette faculté, et c'est bien émouvant, à l'égard d'un monsieur âgé, gris et déplumé, dont on ne remarque que le ridicule. L'avez-vous observé tout à l'heure? Vous avez vu comme il se donne constamment en spectacle? Il veut toujours prouver des choses que personne ne peut croire. D'abord, il veut prouver qu'il est spirituel. Vous l'avez entendu, il a passé la soirée à parler pour ne rien dire. Il amusait la galerie. Il faisait de l'esprit. Le docteur Havel est comme la mort. Il inventait des paradoxes sur le malheur d'un mariage heureux. Ça fait bien 100 fois que j'entends la chanson. Il essayait de faire marcher Fleischmann, comme s'il fallait être spirituel pour cela. Deuxièmement, il veut se faire passer pour un type généreux. En réalité, il déteste quiconque a encore des cheveux sur la tête, mais il se donne d'autant plus de mal. Il vous flattait. Il me flattait. Il était paternel et tendre avec Elisabeth, et s'il s'est payé la tête de Fleischmann, il a pris soin que Fleischmann ne s'en aperçoive pas. Et troisièmement, et c'est le plus grave, il veut prouver qu'il est irrésistible. Il tente désespérément de cacher sa physionomie d'aujourd'hui sous son apparence d'autrefois, qui n'est malheureusement plus et dont aucun de nous ne se souvient. Vous avez vu comment il s'y est pris habilement pour nous raconter l'histoire de cette petite putain qui ne voulait pas de lui, uniquement pour évoquer à cette occasion son visage d'autrefois et faire ainsi oublier sa triste calvitie. Défense du patron. Tout ce que vous dites est presque vrai, chère madame, répondit Havel. Mais je ne vois là que des raisons supplémentaires, et de bonnes raisons d'aimer le patron, car tout cela me touche de plus près que vous ne le pensez. Pourquoi voulez-vous que je me moque d'une calvitie à laquelle je n'échapperai pas? Pourquoi voulez-vous que je me moque de cet effort obstiné du patron pour ne pas être ce qu'il est? Ou bien un vieil homme accepte d'être ce qu'il est, c'est-à-dire ce résidu pitoyable de soi-même, ou bien il n'accepte pas. Mais que doit-il faire s'il n'accepte pas? Il ne lui reste qu'à feindre de ne pas être ce qu'il est. Il ne lui reste qu'à recréer, par une simulation laborieuse, ce qui n'est plus, ce qui est perdu. À inventer, jouer, mimer sa gaieté, sa vitalité, sa cordialité. À faire revivre son image juvénile, à s'efforcer de se confondre avec elle et de la substituer à soi-même. Dans cette comédie du patron, c'est moi que je vois, c'est mon propre avenir. S'il me reste encore assez de force pour refuser la résignation qui est certainement un mal pire que cette mélancolique comédie. Vous avez peut-être vu clair dans le jeu du patron. Mais je ne l'en aime que davantage, et je ne pourrai jamais lui faire de mal, d'où il résulte que je ne pourrai jamais coucher avec vous. La réponse de la doctoresse. Mon cher docteur, répondit la doctoresse, il y a moins de divergence entre nous que vous ne le pensez. Moi aussi, je l'aime bien. Moi aussi, j'ai pitié de lui, tout comme vous. Et je lui dois plus que vous ne lui devez. Sans lui, je n'aurais pas une aussi bonne place. Vous le savez bien, tout le monde ne le sait que trop bien. Vous croyez que je le fais marcher? Que je le trompe? Que j'ai d'autres amants? Avec quelle joie tout le monde lui en ferait part? Je ne veux pas de mal à personne, ni à lui, ni à moi. Et je suis par conséquent moins libre que vous ne l'imaginez. Je suis complètement lié. Et je suis contente que nous nous soyons si bien compris, tous les deux, parce que vous êtes le seul homme avec qui je peux me permettre d'être infidèle au patron. En effet,
Vous l'aimez sincèrement et vous ne voudriez jamais lui faire de mal. Vous serez scrupuleusement discret. Je peux avoir confiance en vous. Je peux donc coucher avec vous. » Et elle s'assit sur les genoux de Havel et commença à le déboutonner. Qu'a fait le docteur Havel? Que pouvait-il faire? 5e acte. Dans un tourbillon de nobles sentiments. Après la nuit vint le matin, et Fleischmann descendit dans le jardin pour y couper un bouquet de roses. Puis il prit le tram jusqu'à l'hôpital. Elisabeth avait une chambre particulière dans le service des urgences. Fleischmann s'assit au chevet de son lit, posa le bouquet sur la table de nuit, prit la main d'Elisabeth pour lui tâter le pouls. « Ça va mieux » demanda-t-il ensuite. « Oui » dit Elisabeth. Et Fleischmann dit d'une voix pleine de sentiment. « Vous n'auriez pas dû faire une bêtise pareille, ma chérie. »« Vous avez raison, » dit Elisabeth. « Et je me suis endormie. J'ai mis de l'eau à chauffer pour me faire un café, et je me suis endormie comme une idiote. » Fleischmann contemplait Elisabeth avec stupeur, car il ne s'attendait pas à tant de générosité de sa part. Elisabeth voulait lui épargner les remords. Elle ne voulait pas l'accabler avec son amour, et elle reniait cet amour. Il lui caressa les joues, et, transporté par ses sentiments, il se mit à la tutoyer. « Je sais tout. Tu n'as pas besoin de mentir. Et je te remercie de ton mensonge. » Il comprenait qu'il ne pourrait trouver chez aucune autre tant de noblesse, d'abnégation et de dévouement. Et il faillit céder à la force de la tentation et lui demander de devenir sa femme. Mais au dernier moment, il se domina. On a toujours le temps de présenter une demande en mariage, et dit seulement « Elisabeth, Elisabeth, ma chérie, c'est pour toi que j'ai apporté ces roses. » Elisabeth fixait Fleischmann d'un air hébété et dit « Pour moi ? Oui, pour toi. Parce que je suis heureux d'être ici avec toi. Parce que je suis heureux que tu existes, Elisabeth. Peut-être que je t'aime. Peut-être que je t'aime beaucoup. Mais c'est sans doute une raison de plus pour que nous en restions là. Je crois qu'un homme et une femme s'aiment davantage quand ils ne vivent pas ensemble et quand ils ne savent l'un de l'autre qu'une seule chose. Ils existent. Et quand ils sont reconnaissants l'un envers l'autre parce qu'ils existent et parce qu'ils savent qu'ils existent. Et ça leur suffit pour être heureux. Je te remercie, Elisabeth. Je te remercie d'exister. » Elisabeth n'y comprenait rien, mais souriait d'un sourire béat, d'un sourire stupide, plein d'un vague bonheur et d'une vague espérance. Puis Fleischmann se leva, serra dans sa main l'épaule d'Elisabeth, signe d'un amour réservé et discret, fit demi-tour et sortit. L'incertitude de toute chose. Notre belle collègue, qui rayonne littéralement de jeunesse ce matin, a sans doute trouvé l'explication la plus juste des événements, dit le patron à la doctoresse et à Havel, quand tous trois furent réunis dans le service. Elisabeth a mis de l'eau à chauffer pour se faire un café, et elle s'est endormie. Du moins, c'est ce qu'elle prétend. Vous voyez, dit la doctoresse. Je ne vois rien du tout, répliqua le patron. En fin de compte, personne ne sait rien de ce qu'il s'est passé. Peut-être que la casserole était déjà sur le réchaud. Si Elisabeth voulait se suicider au gaz, pourquoi aurait-elle enlevé la casserole? Et puisqu'elle vous a tout expliqué, fit observer la doctoresse. Après la comédie qu'elle nous a jouée et la peur qu'elle nous a faite, ne vous étonnez pas qu'elle tente de nous faire croire que tout est arrivé à cause d'une casserole. N'oubliez pas que dans ce pays, l'auteur d'une tentative de suicide est automatiquement envoyé en traitement dans un asile. Cette perspective ne sourit à personne. Ces histoires de suicide vous plaisent, patron,
dit la doctoresse. Je voudrais bien que Havel soit torturé de remords, pour une fois, dit le patron en riant. Le repentir de Havel. Dans la remarque insignifiante du patron, la mauvaise conscience de Havel perçut un blâme chiffré que les cieux lui envoyaient discrètement. Le patron a raison, dit-il. Ce n'était pas nécessairement une tentative de suicide, mais c'en était peut-être une. D'ailleurs, si je peux parler franchement, je n'en voudrais pas à Elisabeth. Dites-moi, y a-t-il dans la vie une seule valeur absolue qui fait que le suicide peut être considéré comme inacceptable par principe? L'amour? Ou l'amitié? Je vous garantis que l'amitié n'est pas moins fragile que l'amour, et qu'on ne peut rien fonder sur l'amitié. Ou l'amour-propre, au moins. Je le voudrais bien. Patron, dit Havel presque avec ferveur, et cela sonnait comme un repentir. Je te le jure, patron, je ne m'aime pas du tout. Messieurs, dit la doctoresse avec un sourire, si cela vous embellit la vie, si cela sauve vos âmes, décidons qu'Elisabeth a vraiment voulu se suicider. Entendu? Happy End. Ça suffit, dit le patron. Changeons de sujet, Havel. Au discours souillent l'air de cette belle matinée. J'ai 15 ans de plus que vous. J'ai la malchance d'être heureux en ménage, donc de ne pouvoir divorcer. Et je suis malheureux en amour, parce que, hélas, la femme que j'aime n'est autre que cette doctoresse. Et pourtant, je suis heureux sur cette terre. Très, très bien, dit la doctoresse au patron, avec une tendresse inhabituelle, et elle lui prit la main. Moi aussi, je suis heureuse sur cette terre. À ce moment, Fleischmann rejoignit le groupe des 3 médecins et dit « Je sors de la chambre d'Elisabeth. C'est vraiment une fille extraordinairement honnête. Elle a tout nié. Elle assume tout. » Vous voyez bien, dit le patron en riant. Et pour un peu, Havel nous pousserait tous au suicide. Évidemment, dit la doctoresse, et elle s'approcha de la fenêtre. Il va encore faire une belle journée. Le ciel est tellement bleu. Qu'en dites-vous, Fleischmann? Quelques instants plus tôt, Fleischmann se reprochait presque d'avoir agi hypocritement en se tirant d'affaire avec un bouquet de roses et quelques jolies paroles. Mais maintenant, il se félicitait de ne pas avoir brusqué les choses. Il capta le signal de la doctoresse et le comprit. Le fil de l'aventure allait donc reprendre au point où il s'était rompu, la veille, lorsque l'odeur de gaz avait fait échouer le rendez-vous de Fleischmann et de la doctoresse. Et Fleischmann ne put s'empêcher de sourire à la doctoresse, même sous le regard jaloux du patron. L'histoire reprend donc où elle s'est achevée hier. Mais Fleischmann croit y rentrer beaucoup plus âgé et beaucoup plus fort. Il a derrière lui un amour grand comme la mort. Il sent une vague se gonfler dans sa poitrine. Et c'est la vague la plus haute et la plus puissante qu'il n'a jamais connue. Car ce qui l'exalte si voluptueusement, c'est la mort. La mort dont on lui a fait présent. Une mort splendide et revigorante.